Avec une séance de qualification chaotique avec de la pluie au début qui a transformé la Q1 en une qualification en un seul tour grosso modo, la Q2 qui en a été un petit peu chamboulée et ensuite un Grand Prix qui a été marqué par une intervention de voitures de sécurité virtuelles et de voitures de sécurité pas virtuelles du tout. Et l'ensemble saupoudré d'une hiérarchie quelque peu chamboulée, eh bien nous avons eu un Grand Prix de Grande-Bretagne sur lequel il y a 2-3 trucs intéressants à dire et même un petit peu plus et on va y rentrer en détail aujourd'hui en passant comme chaque fois en revue la course de chaque pilote et on va commencer par le débrief des pilotes Red Bull. Ou devrais-je dire le pilote Red Bull, car en effet, avec Max Verstappen qui est parti de la pole position, a fait le meilleur tour et a enregistré sa 114e victoire de la saison, le tout en ne concédant la tête de course qu'au départ du Grand Prix avec un petit problème d'embrayage, il s'est un petit peu planté, des fois ça arrive. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur son Grand Prix, sachant qu'en plus il s'est arrêté au bon moment parce que il y a eu la voiture de sécurité, donc il en a profité pour faire son seul arrêt du Grand Prix. On va pas s'éterniser là-dessus et on va dire 2-3 petits mots sur Checo Pérez. Car comme on le voit depuis quelques Grands Prix, Sergio Pérez souffre énormément en qualification pour réussir à optimiser ses pneumatiques, pour réussir à passer, ne serait-ce qu'en Q3. Et là, aujourd'hui encore, ça s'est répété ce week-end. Alors pourtant, on pourrait dire qu'il y a des circonstances plus ou moins atténuantes, car comme je le disais au début, la Q1 a pratiquement servi à rien. La piste s'asséchait au fur et à mesure de la session, et Pérez a été le premier à enregistrer son tour chronométré en toute fin de session, et il a été suivi par tous les autres qui ont amélioré progressivement. C'était d'ailleurs une chute assez brutale à avoir dans le classement. D'abord, il passe premier, et ensuite il chute jusqu'en 16e place, ou alors il n'était pas exactement premier, mais pas loin. On pourrait du coup lui mettre ça sur le dos comme excuse, cependant, sur l'ensemble du week-end, il a jamais vraiment été dans le rythme de Verstappen, à plus ou moins une demi-seconde dans l'ensemble, ce qui est quand même assez inhabituel puisque généralement sur les rythmes de course, il est jamais très loin. Là, il était pas dans le coup, ne serait-ce qu'en qualification, mais aussi sur son rythme de course. Alors on peut bien évidemment mettre dans la balance le fait qu'il se battait dans le peloton, qu'il a passé quelques tours derrière des voitures plus lentes et qu'il était sur une phase plus de gestion pneumatique puisqu'il avait dû plus s'attaquer pour remonter. Mais le fait est que ça reste un week-end bien en deçà pour Checo Pérez et peut-être un de ses moins bons de la saison. Pourtant, pour moi, il n'y a aucun doute que s'il s'était qualifié, ne serait-ce que là où il a terminé, 6e, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il aurait terminé sur le podium, ou au moins dans le top 4, parce que les McLaren étaient très très fortes ce week-end, et on va regarder ça tout de suite. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi McLaren était si performante ce week-end? Eh bien la réponse est très simple. Et c'est à peu près la réponse qu'on peut donner sur l'ensemble des performances de cette saison, que ce soit les bonnes performances ou les mauvaises performances. Ça se résume très grossièrement à comment que ça marche les pneumatiques, comment chaque équipe arrive à les comprendre et à les faire durer, à les gérer. On est encore une fois à Silverstone, un tracé très exigeant sur les pneumatiques. On a eu de nombreuses explosions ces dernières années et bravo à Pirelli qui depuis 2022 semble avoir résolu ce problème, parce que des pneus qui explosent, c'est vraiment pas la joie. Mais la grosse contrepartie qu'on a, c'est que les pilotes, déjà, ont un moins bon ressenti avec ces pneumatiques. Il y a pas mal de pilotes qui s'en plaignent, qui n'apprécient pas le retour pneumatique que donnent ces gommes Pirelli. Et en plus de cela, vu que les pilotes n'ont pas trop de ressenti derrière, ils ont plus de mal à trouver la bonne fenêtre d'opération. Derrière, les équipes comprennent pas trop non plus comment bien les monter en température, les tenir en température. Donc c'est un peu un gros mystère. Et ce week-end, avec pourtant un week-end qui a commencé à basse température, les McLaren marchaient très très fort, et justement ça semblait être des températures qui leur convenaient déjà de base, et elles ont réussi à le maintenir aussi sur la course où il faisait un petit peu plus chaud. Donc reste à voir peut-être sur la Hongrie, où en cette saison généralement on passe d'un extrême à l'autre, c'est soit c'est assez pluvieux et il fait pas beau et froid, l'an dernier je vous rappelle, je crois qu'on avait une piste à 10-12 degrés en plein mois de juillet, début août. Ou alors, ça va être une chaleur assez intense, donc ça permettra un petit peu de mettre en avant ces attributs. À ne pas oublier aussi le travail sur la suspension que McLaren a fait, qui se rapproche énormément de celui de la Red Bull, et sur un tracé comme Silverstone qui demande des suspensions assez rigides, peut-être que c'est aussi une solution qui leur convient, et voir justement où ils seront en Hongrie, où on va justement demander des suspensions un peu plus souples.
Du côté des pilotes, honnêtement, je suis estomaqué. Lando Norris de retour avec une voiture compétitive. J'ai envie de dire depuis la première fois, depuis très longtemps, ça devait être le Grand Prix de Russie 2021, la dernière fois. Eh bien, il a rappelé qu'il avait tout ce qu'il fallait, à mon sens, pour jouer aux avant-postes. De sa superbe qualification, un départ excellent, autoritaire pour bien dire à Verstappen, tu restes derrière 5 minutes, s'il te plaît, je profite. Ensuite, une excellente gestion de son rythme de course et son sang-froid, justement, face à des Verstappen ou des Hamilton, qui sont des pilotes qui aiment se faire voir dans les rétroviseurs. Mais j'ai envie de dire, ça, on l'a déjà vu avec Lando, et il continue de montrer un petit peu ce talent-là. Et pour moi, c'est une des choses qui me confirme, à mon sens, que Lando, c'est un pilote qui doit jouer aux avant-postes et qui a ce qu'il faut pour jouer aux avant-postes. C'est qu'on le voit pratiquement jamais faire d'erreur. Et quand il est question de garder la tête sur les épaules, on peut compter sur lui. Excellent boulot de Lando Norris. Je suis vraiment content pour lui, content pour McLaren, qui reviennent de très très loin. Et voilà, encore une fois, Lando Norris, c'est un pilote qui ne cesse de m'impressionner. Et je vais en dire autant pour son coéquipier Oscar Piastri, qui est étincelant depuis ce début de saison, même s'il a eu quelques week-ends où il a eu plus de mal. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est un rookie, le mec, heureusement qu'il galère de temps en temps. On retiendra que, à l'inverse de Lando Norris, il n'avait pas les nouvelles améliorations de la McLaren. Il a rattrapé celle de l'Autriche, mais bon, il reste toujours un petit train de retard sur Lando. Et il s'avère que ces améliorations qui sont de mémoire sur l'aileron avant, McLaren les estime à 13 centièmes de gain, et on constate que l'écart entre Lando Norris et Oscar Piastri est de 131 millièmes, donc 13 centièmes en gros. Il a fait un travail exceptionnel, son rythme de course était tout aussi solide, il a pris un bon envol et il ne perd la position du podium que à cause d'une malheureuse safety car qui a avantagé Lewis et il n'a pas pu le repasser derrière. On peut être triste pour lui, mais il a eu son petit moment de gloire hier avec le top 3, et il n'y a aucun doute à mon sens que ce gamin, il aura plein d'autres opportunités à l'avenir, donc je pense qu'il s'en remettra. George Russell était aussi un petit peu dégoûté au drapeau à damier puisque il s'est aussi senti un peu volé par la voiture de sécurité. C'était un retour en forme vachement attendu de ma part pour Russell parce qu'il a eu pas mal de difficultés sur ses derniers Grands Prix, du moins face à Hamilton. Il restait toujours sur des week-ends solides, mais un brin derrière Hamilton, ce que quand même un point de référence assez solide. Donc là, il se qualifie devant Hamilton, mais c'est pas seulement il se qualifie devant, c'est sur l'ensemble du week-end, il avait ce petit plus en termes de rythme, cette petite aisance supplémentaire. En début de course, il reste pas mal bloqué derrière Leclerc, il lui a laissé aucun répit, il a eu du mal à le dépasser, on sent toujours un peu le problème de vitesse de pointe dans la Mercedes parce qu'il était assez clair que Russell pouvait aller plus vite que Leclerc. Heureusement, Ferrari a aidé Mercedes à se débarrasser de Leclerc et il aurait pu remonter, chasser Piastri peut-être, chasser une position sur le podium, mais comme je le dis, la voiture de sécurité est arrivée, du coup ça lui a coupé toute chance de podium puisque lui il s'est arrêté juste le tour avant l'intervention de la voiture de sécurité et donc forcément les autres ont pu en profiter. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste un bon retour pour Russell après quelques week-ends un petit peu plus difficiles. Quant à Hamilton, le week-end commençait pas si bien, du moins le dimanche. Il sort un petit peu large au virage 3, village, il me semble, le nom c'est. J'ai un peu du mal avec le nom des nouveaux virages de Silverstone. Enfin, je dis les nouveaux, bon sang, ils ont 13 ans, mais ça reste le nouveau Silverstone pour moi. Hashtag papy. Donc, quelques positions perdues, il a pu les repasser face à Alonso et face à Gasly dans son premier relais, mais c'était du temps perdu face au peloton de devant. Et ensuite, l'intervention de la voiture de sécurité lui a permis donc un arrêt gratuit et de ressortir devant Oscar Piastri. Et ensuite, c'était une belle lutte très intéressante avec Lando Norris, très très satisfaisant à regarder. Et les deux se sont éclatés, donc c'est un bon week-end, un bon podium pour la Formule 1, et ça fait plaisir. La prochaine étape, c'est d'avoir une lutte pour la victoire, mais bon, hein, on peut pas tout avoir non plus. À domicile, à côté de leur usine de Silverstone, Aston Martin devait tirer un peu la gueule ce week-end, quoique dans le garage de Fernando Alonso, ça avait l'air de plutôt bien se porter. Car oui, on était plutôt réaliste après un début de saison assez encourageant où on jouait des top 5, des podiums, tout ça. On savait qu'ici à Silverstone, malgré les améliorations du Canada, il y allait avoir ce gros déficit en vitesse de pointe, un peu comme on l'a vu à Bakou.
Et ça reste une des voitures qui souffre le plus en vitesse de pointe, même si au Canada, finalement, il s'en était assez bien sorti. Ce week-end, c'était un peu plus compliqué, mais il restait quand même dans la lutte pour être la force suivante les Mercedes, Red Bull et McLaren qui était là un peu en surprise. Donc Nando, il a pu s'amuser, même si c'était surtout du travail défensif. Il termine avec une 7e position. Je pense pas qu'il aurait pu faire bien mieux, en profitant au passage des soucis pour Charles Leclerc et les pilotes Ferrari pour terminer devant. Et quant à Lance Stroll, c'est un week-end calamiteux. Il a usé tous ses trains de pneus neufs en Q1. Du coup, il y a eu cette mésentente avec Ocon. Bon, apparemment, ça lui a pas du tout compromis son tour. Et dans tous les cas, quand on regarde son tour, on voit qu'il commet quelques erreurs à Stowe, ce long droite rapide du 3e secteur où Schumacher avait eu un terrible accident en 99 où il s'était blessé et où pas mal de pilotes se sont fait surprendre en qualification puisque justement la piste était pas mal humide. Hamilton, justement, s'est fait vachement surprendre en Q1. Il aura pu terminer son samedi ici dans le bac à gravier sans sa considérable expérience. Quoi qu'il en soit, pour Lance Stroll, la session de qualification s'est terminée en fond de Q2 et ensuite la course c'était grosso modo essayer de grappiller un petit point ou deux en luttant contre des Albon, contre des Gasly, tout ça, mais ça s'est terminé justement avec Gasly lorsque, au bout d'une lutte intense entre les deux, il y a eu un accrochage, Stroll a été reconnu coupable. Pour moi, je me dis que c'est de la course. Autant Stroll, je le blâmerais beaucoup pour le tour de qualification avec Ocon, parce que je maintiens que pour moi, un pilote n'a pas à ralentir, enfin à se promener lorsqu'il ralentit sur la trajectoire. On m'a beaucoup parlé blablabla de gentleman agreement. J'en ai rien à carrer du gentleman agreement. Que Ocon ne respecte pas le fait de rester derrière Stroll, que chacun fasse son tour l'un après l'autre, c'est une chose. Que Stroll ralentisse subitement à l'amorce d'un virage et se laisse se déporter sur le point de freinage comme s'il y avait personne derrière, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Surtout quand c'est un petit peu une habitude avec lui, ce genre de manœuvre. Je reste aussi bloqué sur Melbourne 2022 où c'est à peu près la même chose. Mais bon, là pour l'accrochage avec Gasly, tout comme le fait qu'il l'ait dépassé un petit peu en sortant à l'extérieur de Stowe, bon, c'est dans le règlement, j'aurais compris que la FIA ait demandé à rendre la position, même si Gasly l'a redépassé derrière, ou s'ils avaient sanctionné, mais honnêtement, quand on est sur des si petites marges, encore une fois, let them se foutre sur la gueule. Quoi qu'il en soit, il a quand même eu sa pénalité pour l'accrochage, et c'est un week-end foiré pour Lance Stroll de A à Z. Encore des points pour Williams, et on n'en attendait pas moins, venant du moins du clan Alexander Albon, qui s'est battu, encore une fois, comme un beau diable, avec une très bonne qualification, en passant en Q3, qualification qui était très serrée, et où la Williams se comportait vraiment très très bien. C'était pas tant une surprise, parce que quand on sait que la Williams a très peu de traînée, que les virages rapides et les lignes droites, c'est un peu son point fort, on savait qu'elle pourrait marcher mieux ici que sur d'autres tracés, mais bon, ça s'est traduit avec Albon, qui a profité un peu de la voiture de sécurité aussi pour passer Charles Leclerc et Pierre Gasly. Et ensuite, il a pu dépasser Carlos Sainz, très très belle manœuvre. Et je vais faire un petit rétroprojecteur là sur Sergio Pérez. Je pourrais pas hélas la montrer parce que la vidéo va se faire bloquer encore une fois, mais sur la chaîne de la F1, vous pourrez certainement retrouver le combat entre Sainz qui défend et derrière Pérez, Albon et Leclerc. Les trois ont dépassé Sainz dans le même tour et je trouve que c'est exceptionnel à regarder. Et pour moi, ça remonte vraiment à Pérez. Et là, je pense que c'est Pérez qui a été super malin dans le coup parce que quand on les voit arriver dans la dernière chicane qui mène du coup à la ligne droite de départ arrivée, Pérez force un petit peu Sainz à l'extérieur en lui donnant tout naturellement l'opportunité de rester à l'intérieur du virage suivant et du coup de reprendre la trajectoire de course et de bloquer un peu Pérez. Mais du coup, Pérez, il avait presque calculé que Sainz allait faire ça, du moins c'est comme ça que je le lis, et du coup, Pérez n'a même pas cherché à défendre, il a tout de suite compromis sa vitesse en virage pour
décroiser et réaccélérer beaucoup plus tôt que Carlos Sainz, du coup, qui était un peu dans son optique de bloquer Pérez. Et tout de suite, en sortie de virage, ça s'est vu. Carlos Sainz ressort avec une vitesse carrément inférieure aux 3 autres derrière lui. Pérez le passe sans difficulté. Alex Albon va le chercher tout de suite après. Et ce qui est super intéressant en plus, c'est qu'on a toute cette séquence, vraiment la dernière chicane et surtout le virage rapide à droite qui conditionne la ligne droite principale. Si on foire ce virage, on foire tout le premier secteur. Et c'est ce qu'on a vu justement avec Sainz qui, je le rappelle aussi, était en difficulté avec ses pneumatiques. Et c'est pour ça qu'il faisait un peu le bouchon, parce qu'il ne s'était pas réarrêté, contrairement à Pérez, Albon et Leclerc. Donc il était plus en difficulté sur ses pneumatiques en phase de réaccélération, tout ça. Mais le fait que derrière, Pérez l'ait un petit peu poussé à compromettre sa sortie, ça a permis aux 3 autres de passer dans les 3 virages qui suivent. Donc voilà, je sais pas à quel point Pérez avait calculé ça, mais bon, sachant que c'est des pilotes de course assez expérimentés, j'aime croire que tout est calculé. Mais voilà, c'était tout pour Alexander Albon. Et pour la petite statistique, je suis désolé, j'ai commencé il y a quelques temps à faire des petits shorts, là, les vidéos en 1 minute, où je me suis dit, bah, plutôt que de les mettre dans ces débriefs, je vais faire des petits shorts, ça peut être marrant. J'aime bien faire ces trucs où je donne tout un tas de statistiques en 1 minute. Le problème, c'est que c'est très difficile d'en mettre suffisamment en 1 minute. Le problème, c'est que le short ne doit pas dépasser 1 minute. Donc, je les ai mis sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou l'Instagram, si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, dans les statistiques que j'ai relevées de ce week-end, c'est le 212e point de Alexander Albon en Formule 1. Alors je vais le comparer à Claire Regazzoni, et ça n'a aucun intérêt puisque Regazzoni, c'est un très grand pilote des années 70, candidat au titre en 74, quelques victoires en Formule 1, mais voilà, c'était pas le même barème, ça n'a aucun sens. Mais c'est surtout que Claire Regazzoni, c'est le pilote qui a remporté la toute première victoire de Williams en Formule 1. C'était ici même à Silverstone en 1979, un excellent week-end pour les Williams, c'est la première fois que les Williams jouaient la victoire. Bon là je m'emporte, hein. On va parler de la grande époque où Patrick Head, Ross Brawn, Frank Derny, un excellent trio qui a contribué à révolutionner un peu l'électronique en Formule 1, les jupes à effet de sol, et qui depuis ce Grand Prix de Silverstone sont partis dans une envolée incroyable et qui ont gagné je crois presque toutes les courses de la fin de saison avec Alan Jones, et puis le titre 1980 avec Alan Jones. Grosse digression, désolé, mais voilà, c'est pour dire que faire le lien un peu avec le 800e anniversaire, le 800e Grand Prix en Formule 1 que célébrait Williams ici à Silverstone, même si je crois que c'est pour Budapest, ils ont voulu le célébrer aussi ici puisque bah c'est à la maison, et voilà, je trouve ça un peu sympa de faire ces petits rappels et ces petits parallèles. Logan Sargent de son côté, ben un peu comme un Oscar Piastri, doit être très très dégoûté puisqu'il termine tout juste 11e, alors il bénéficie de la pénalité de Stroll à l'arrivée pour gagner une place, mais ça a été un très bon week-end pour le rookie Logan Sargent, qui nous rappelle encore qu'il est vraiment pas mûr du tout, en tant que pilote j'entends bien sûr. Il a la vitesse, pour moi il n'y a aucun doute, mais il reste encore assez brouillon. Quand on regarde un peu ses secteurs, ses tours, tout ça, on voit qu'il peut faire aussi bien qu'Albon, c'est juste qu'il n'arrive pas à regrouper ces 3 secteurs, à faire vraiment un boulot parfait comme Albon y arrive. En rythme de course, ça se passe plutôt bien, je pense que d'être dans un peloton comme c'était le cas ce week-end, comme ça a été le cas à d'autres Grands Prix où il a bien performé, ça l'aide un peu à se concentrer, d'avoir des pilotes devant, peut-être suivre les trajectoires, tout ça, avoir des pilotes derrière, donc peut-être que ça l'aide un peu à mieux gérer ses temps autour et son rythme de course en général. Considérant les performances de la Williams, je pense que terminer entre 8e et 12e, et bien sûr considérant l'étroitesse du plateau, c'est pas mal du tout. Donc il y a encore du boulot bien sûr à faire, mais Logan Sargent pour moi c'est comme un Yuki Tsunoda, c'est pas un boulot d'une saison, de 2 saisons, ça va être il va se développer au bout de 2-3 saisons en Formule 1, et il y a les bonnes bases pour le moment. Bah tiens, je parle de bonnes bases, on va parler de Ferrari du coup, un truc qu'ils ne l'ont pas.
ou qu'ils ont toujours pas retrouvé parce que là, la stratégie, c'est encore une fois un énorme mystère à mes yeux. Charles Leclerc, ça a été un de ces week-ends, victime de problèmes électriques en essai libre 2 qui seront finalement assez importants, puisque c'était la session où ils avaient prévu de faire les simulations de relais de course, et visiblement, ça s'est un petit peu traduit sur leur incompréhension des pneus le dimanche. C'est pas la première fois que Ferrari arrive pas à travailler correctement son vendredi. Et du coup, le dimanche, il se retrouve à faire des stratégies un peu aléatoires ou à être surpris par la dégradation des pneus parce qu'ils sont mal préparés. En plus, on sait que Ferrari a tendance à beaucoup plus user ses pneumatiques. Le fait est que pour rester sur le début du week-end de Leclerc, ça a coûté du coup un peu de temps de roulage le vendredi. Le samedi, Leclerc était sur un superbe tour, mais il a commis une erreur dans le dernier secteur, comme pas mal de pilotes, hein, et c'est ce qui lui a coûté une chance de battre les McLaren parce que si on regarde un peu plus en détail, je pense qu'il y avait la première ligne en jeu. De toute façon, on a vu qu'en rythme de course, c'était assez difficile pour suivre les deux McLaren en début de Grand Prix et pour tenir Russell derrière. Et voilà, donc Ferrari a tenté d'arrêter Leclerc beaucoup plus tôt dans la course. 18e tour, Russell était encore en piste. Russell était avec des pneus soft, Leclerc avec des pneus médiums. Et honnêtement, j'arrive pas à concevoir qu'on ait arrêté Leclerc d'abord. Peut-être qu'il voulait éviter de subir un undercut de la part de Russell en s'arrêtant plus tôt, il roule plus vite avec des gommes fraîches et il le dépasse. Le truc, c'est qu'on savait déjà qu'avec des meilleurs pneumatiques, Russell était plus rapide que Leclerc. Donc pour moi, la seule option, c'était juste de garder Russell derrière aussi longtemps que possible, parce que dans tous les cas, si Russell s'arrêtait, il allait ressortir devant, mais même si Leclerc s'arrêtait avant, ce qu'ils ont fait, Russell était pratiquement à un rien derrière, il aurait fini par revenir et certainement le repasser derrière, donc c'était une stratégie que j'ai du mal un peu à cerner. Et je dis ça en toute bonne foi, j'ai pas envie de tomber encore une fois dans le cliché du Ferrari qui savent pas ce qu'ils foutent, même si c'est certainement vrai, mais j'ai envie un minimum leur laisser le bénéfice du doute. Du côté de la stratégie de Carlos Sainz, c'était pareil, c'est les seuls en plus qui partaient sur 2 arrêts, les Ferrari, ça aussi c'est un truc qui me dépasse, tout le monde était sur un seul arrêt, Ferrari en a prévu 2. Carlos Sainz a pu s'arrêter beaucoup plus tard que Charles Leclerc. Et ensuite, lorsqu'est venue la voiture de sécurité, on lui a demandé s'il voulait s'arrêter, parce que là, c'était vraiment une situation qui n'allait donner aucun résultat positif ou négatif, parce que s'il continuait à rester en piste, ce qu'il a fait, il allait rester devant les autres pilotes, mais en prenant le risque de se faire dépasser, ce qui est arrivé. Mais s'il s'arrêtait, du coup, il passait derrière tout ce petit train, donc Pérez, Albon et Leclerc, et il allait terminer derrière eux. Et finalement, on en serait arrivé au même résultat, parce qu'on peut très sincèrement, en toute honnêteté, douter que Sainz aurait dépassé les 3 pilotes devant lui, qui avaient presque le même rythme et des pneus neufs aussi. Donc voilà, c'était une situation perdante pour eux. Sinon, le week-end était assez bon. Il a aussi commis une erreur dans son meilleur tour en Q3, ce qui, justement, l'empêchait de se qualifier devant Leclerc, qui a aussi fait une erreur, et devant les McLaren. Et il n'y a pas rien de plus à dire, parce que quand tu es une équipe qui te qualifie 4e et 5e, en ayant le potentiel de jouer le top 3 et que tu termines 9 et 10 le dimanche à la régulière, c'est vraiment que t'as foutu quelque chose de travers, quoi. Très belle performance en qualification de Valtteri Bottas. Malheureusement, il l'a enregistré avec tellement peu d'essence que il a non seulement jamais pu rentrer au stand et a été disqualifié, et en plus on peut se demander du coup si son superbe tour en Q1 n'était pas aussi dû au fait qu'il avait très peu d'essence. Sa course a été, ma foi, relativement calme, pourtant il a redoublé pas mal de monde, mais il a surtout doublé au stand puisqu'il a fait un très long premier relais en pneus durs, et lorsque la voiture de sécurité virtuelle est intervenue, il s'est arrêté, il est resté devant tout le monde, et puis voilà, il arrive 12e au drapeau à damier. Et pour ce qui est de son coéquipier, Zhou Guanyu, beaucoup plus en difficulté ce week-end, on le sentait assez conservateur dans ses tours de qualification. Son rythme en course n'était pas mauvais en soi, hein, comme on le voit, mais
il a dû s'arrêter beaucoup plus tôt en cours de course pour enlever un tir-off qui s'était coincé dans ses écopes de frein, ce qui l'a obligé à s'arrêter, à chausser des pneus durs pour 9 tours, parce que derrière, il y a eu la voiture de sécurité, donc il s'est réarrêté pour mettre des pneus tendres. Et ça a un peu compromis sa course, et c'est un des seuls pilotes qui a fait donc 2 arrêts, mais pour une raison... contrairement à Leclerc, par exemple, lui, c'était pour une raison légitime. Ceci étant dit, je n'arrive toujours pas à comprendre depuis tout ce temps qu'il n'y ait pas de solution qui existe pour ces tir-off qui viennent se coincer dans les écopes de frein. Je sais qu'il y a 20 ans, on demandait aux pilotes d'arrêter de les jeter dehors et de les foutre dans le baquet. Alors peut-être qu'ils le font, mais qu'ils s'envolent quand même. J'en sais rien, mais ça arrive beaucoup trop souvent et je trouve que c'est beaucoup trop débile comme motif d'arrêt au stand. Et je me dis, quand en Formule 1, on cherche la perfection absolue et qu'une course peut se retrouver ruinée parce qu'il y a un bout de plastoc que ton pilote a jeté dans tes freins, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de boulot en amont pour éviter cela. Un calvaire pour l'écurie Titanic Alpine F1 Team ce week-end, qui était menée par Pierre Gasly, qui a été le seul des 2 pilotes à atteindre la Q3. Il a galéré pour y arriver, mais bon, en début de course, il semblait en mesure de jouer les points, mais il s'est fait avoir par la voiture de sécurité. Il a perdu sa position face à Albon. Je suis déjà revenu dessus. Il y a eu l'incident avec Stroll à Luffield. Faut croire que les Alpines, Stroll et Luffield, c'était pas un bon mix ce week-end. Et on va très bref sur Esteban Ocon. Qualification donc un peu gâchée par cette mésentente avec Stroll et une course qui s'est terminée très tôt. Donc Alpine, c'est quand vous voulez. Hein. Vraiment, c'est des fois c'est oui, des fois c'est non. Ce week-end, non. Les Alpha Tauri, pareil, il y a très peu à dire. Yuki Tsunoda, je pense qu'il a tiré le meilleur de ce qu'il avait. Mais bon, voilà, l'Alpha Tauri, on est là, voiture plus que médiocre, et voilà ce qu'il a pu en tirer, 16e, une stratégie à 2 arrêts pour le coup, pour lui, soft, dur, soft, et on s'en arrête à peu près là, parce que je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer, si ce n'est un miracle. Pour ce qui est de Nyck de Vries, comme je le disais, il n'y avait qu'un seul tour qui comptait, et il a fait une erreur dans son dernier tour en Q1. L'AlphaTauri, dans tous les cas, n'avait pas le rythme pour faire mieux malgré tout. Il n'y aurait pas eu de passage miracle en Q2, je pense. Son rythme de course me semblait assez bon. Un chouïa derrière Tsunoda, un peu comme habituellement, mais ça m'avait l'air pas mal. Malheureusement pour lui, encore une fois, il s'est arrêté juste avant la voiture de sécurité virtuelle. Et ça l'a placé en tout fond de grille, là où il est resté jusqu'à la fin de la course. C'était un week-end, ma foi, relativement correct de sa part. C'était pas extraordinaire. Mais voilà, il n'y a pas de quoi le foutre à la porte pour le premier venu. Et les week-ends se suivent et se ressemblent pour Haas, puisque dans le garage de Hülkenberg, c'est une excellente qualification. Un premier tour très difficile. Ensuite, une touchette avec Pérez qui l'a obligé à repasser au stand parce qu'il y a un bout de son aileron qui s'est envolé. Il est arrivé en tout bout de peloton, mais il a réussi à remonter grâce aux voitures de sécurité virtuelles. Terminé 13e, bon, c'est à peu près correct, considérant là où il était parti et ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est même très correct. Et comme d'habitude, pour Haas, Magnussen, rien à dire, parce que problème de surchauffe en qualif et en course. Voilà, pour lui, est-ce que ça a mis un terme à un calvaire et caché un rythme qui semblait pas prometteur, ou ça lui a ruiné les chances d'accomplir des miracles? Nul ne le sait, mais je pense que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Je m'en arrête là, merci tout le monde pour votre écoute, on se retrouve très bientôt, surtout si vous avez l'intention de regarder des vidéos qui existent déjà, on se retrouve tout de suite, des bisous et à bientôt.